are very key to unlocking the potential for us to be able to drive our development. And I have briefed my brother, President Macron, on matters to do with transport and logistics, energy, and agricultural transformation. You have been following what I have been canvassing in Kenya, and those are the three primary areas of investment that we are targeting if we are to move Kenya to a first world country. On transport and logistics, you've already seen the signing of the agreement on the rail, the commuter rail in Nairobi, the discussions we've had on the airport, the discussions we've had on the port of Mombasa and other ports. That speaks to my first pillar of transport and logistics. You've also heard that we are leveraging on France's technology and long-term engagement with nuclear energy. You heard President Macron say 75% of their energy is nuclear energy. Save nuclear energy. And this is a program they have engaged in since the Second World War. Therefore, Kenya is going to benefit from France's understanding of nuclear energy as I drive the transformation of our country. You know very well, I have said we need to generate 10,000 megawatts of energy in the next 7 years, and one of the interventions is going to be in nuclear energy as we expand our generation in geothermal, hydro, wind, and solar. And finally, on matters to do with the agricultural transformation, I'm very happy that our tea farmers will soon be getting better prices from their purple tea and all the other farmers in that space. I'm very happy with the agreement that has been signed. But I've also explained to President Macron that there exists investment opportunities in our dam construction because we now have a water purchase agreement for commercial water. And we are looking at companies from France that can work with us on the construction of the 50 mega dams that I have announced so that we can take the transformation of Kenya in the right direction. Finally, somebody has asked me what is different between France and others. Every relationship is unique, and therefore we have different relationships with different people. And I keep being asked this question: are you looking east or are you looking west? And my standard answer is that we are looking forward. As for the first question, Emmanuel, I want just to clarify the fact that Western African countries will be present. I mean, President of Senegal, President of Ivory Coast, President of Gabon, President of DRC, and many others will be here. It's hard to say that Western Africa will not be present in this room. You have three countries, and I do regret that, which decided, because of the coup and the behaviors of the military people in charge, to put them aside from the rest of the club, by the way, aside of ECOWAS as well and others. It doesn't mean that West Africa is not part of this meeting. The biggest leaders of Western Africa will be here. And beyond that, we've been very vigilant to have civil society, even from Sahel states, being present. Because we can disagree with some of these governments, quote to quote, but we never disagree with people. We love these people. In Mali, in Burkina Faso, in Niger. So all these people are involved in this conference and in this summit, and we will have a lot of intellectuals, academics, artists, entrepreneurs coming from these countries being present. C'est un peu dans la continuité que je répondrai à votre question. Je n'ai jamais pris l'Afrique francophone comme étant justement un précaré.
Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc il n'y a pas la volonté en étant ici, en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. D'abord parce que bien avant 2017, nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché en Afrique francophone. On le commentait peu, mais c'était le cas, parce que c'est compétitif l'Afrique, à juste titre. Et parce que je crois à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme, on s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Partout il y avait des bases qui étaient posées, trop visibles, qui étaient comme en quelque sorte la rémanence d'une ère passée. Nous les avons transformées, devenues partenariales, comme au Gabon. Nous avons repensé cette relation pour qu'elle soit rebâtie de manière totalement nouvelle. Au Bénin, au Ghana, au Nigeria, on est en train d'inventer une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. C'est l'Afrique de l'Ouest, hein. Et ça marche avec des vrais résultats sécuritaires, au Bénin comme au Nigeria. On a repensé la relation économique, ce sommet en est l'illustration parfaite. On a repensé la relation culturelle. En 2017, tout le monde nous disait les restitutions culturelles. Il le dit, il ne le fera jamais. Hier a été promulguée la loi qui permet ces restitutions culturelles pour le continent africain. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y a en acte une transformation de ce partenariat équilibré, et l'Afrique de l'Ouest est bien là, présente, et la France a des succès formidables en Afrique de l'Ouest. Quand je vois ce qu'on a su faire ces dernières années avec le Bénin en matière culturelle ou sécuritaire, succès formidable. Quand je vois ce qu'on est en train de faire avec le Gabon, quand je vois avec justement le président du Sénégal, que je verrai demain, ce qu'on est en train de faire sur le sport, sur la culture, ou sur la réinvention de notre partenariat sécuritaire avec des académies régionales, on a des vrais succès en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, mais on transforme. Et puis à côté de ça, on crée un continent inédit dans ce qui était la relation de la France avec l'Afrique. Le Kenya, où aucun de mes prédécesseurs ne s'était rendu avant 2019. Le Nigeria, où on a complètement transformé la relation. L'Afrique du Sud, avec qui la complicité est forte. Mais je pourrais ici aussi citer ce qu'on a su faire ces 2 dernières années avec le Maroc, où vous parlez de notre relation avec l'Afrique lusophone. Voilà. Donc, moi aussi, je regarde devant. Et je constate qu'on a tout transformé ces 10 dernières années et qu'on n'a jamais cherché à éviter l'Afrique francophone. Vous savez, j'étais au printemps au Gabon, je serai cet automne au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique francophone. Voyez, donc on continue d'avancer et on est dans tous ces pays avec ce partenariat renouvelé qui permet d'aller de l'avant. Sur les 2 dernières questions qui m'étaient posées, l'Iran et l'Algérie. Sur l'Iran, je crois qu'il y a beaucoup de confusion et il faut calmer les esprits. J'ai entendu votre question, vous avez parlé d'un déploiement. Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique. J'ai pris la décision il y a quelques jours de basculer le Charles de Gaulle, les frégates qui l'accompagnent, ainsi que l'ensemble de ce qui fait notre groupe aéronaval, vers au-delà du détroit de Bab el-Mandeb, et donc de passer de Méditerranée orientale à la proximité. Il n'a jamais été question d'un déploiement, mais on se tient prêt. Depuis le début, nous nous disons une chose très simple, liberté de navigation.
mettre fin à tout blocus d'où qu'il vienne et quel qu'il soit, refuser quelques péages d'où qu'ils viennent et permettre la liberté de navigation. Nous en avons parlé avec le président. Le continent africain tout entier est victime aujourd'hui du blocus depuis des mois d'Ormuz. Et donc nous n'avons jamais envisagé, je vous invite à revoir depuis le premier jour toutes mes déclarations, à faire un déploiement pour réouvrir Ormuz. Ça n'a jamais été l'option de la France. Nous avons bâti une mission ad hoc, copilotée avec les Britanniques, qui a rassemblé 50 pays et organisations internationales pour permettre de manière concertée avec l'Iran et en déconflictant la chose avec tous les pays de la région et les États-Unis, d'assurer, dès que les conditions le permettront, la reprise du trafic maritime et des voies à la fois des engrais, de la nourriture, du gaz, du pétrole et des marchandises. Donc je ne sais pas qui commande quoi, mais enfin ce qu'on commande, c'est pas ce que la France propose. Donc nous continuons de nous tenir dans cette position. J'appelle chacun au calme et à la responsabilité. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'escalades langagières qui conduisent toujours aux escalades physiques. Et les plus vulnérables de la planète en sont les premières victimes, mais nous sommes aujourd'hui tous les victimes de ce qui est en train de se passer. Et nos compatriotes en France aussi payent chaque jour le prix de cette guerre que nous n'avons pas voulu. Et donc aujourd'hui, retour au calme, priorité à la réouverture pacifique et concertée d'Ormuz, reprise de discussions responsables sur les questions nucléaires et balistiques dans un cadre adapté. Et la France est là pour fournir des solutions de manière respectueuse et dans le cadre du droit international. Pour ce qui est de l'Algérie, je me félicite des dernières heures, du déplacement de la ministre déléguée aux armées, qui était un geste important sur le plan mémoriel, des bonnes discussions qu'elle a pu avoir avec le président Tebboune, le chef d'état-major des armées algériens et de nombreux officiels, et des déclarations publiques qui sont suivies. Comme je vous l'ai expliqué depuis plusieurs semaines, je considère que mon devoir est de défendre les intérêts des Françaises et des Français. Et leur intérêt, c'est que nous retrouvions une relation apaisée, constructive avec l'Algérie. Cette relation doit être respectueuse des deux côtés, mais elle doit permettre d'apporter des solutions sur tous les sujets. Et les derniers mois ont causé beaucoup de tort et à l'Algérie et à la France. Et ce n'est pas notre intérêt de poursuivre cette solution et d'avoir quelques postures de politique intérieure. Et donc mon souhait, c'est avec pragmatisme, au service de l'intérêt de nos compatriotes, pour des solutions, qu'elles soient humanitaires, migratoires, sécuritaires, mais aussi économiques ou régionales, de bâtir des solutions responsables avec l'Algérie. Et j'espère donc que c'est le début d'une progression, on a déjà eu des premiers signaux, et d'une reprise qui se fera dans le respect des deux côtés, dans l'estime et dans la volonté de servir nos peuples. Voilà pour la réponse à vos questions. Je veux remercier à nouveau le président William Ruto pour les mots qu'il a eus à l'instant sur sa confiance dans le partenariat. Je crois qu'il dit beaucoup mieux que je ne saurais le faire la force du sommet que nous portons, du regard commun que nous avons, et en effet de cette volonté que nous avons l'un et l'autre de regarder en avant pour nos deux pays et pour le continent africain. Et de se dire qu'il y a eu souvent par le passé, au fond, une volonté, quand on parlait de la relation entre plusieurs pays d'Europe et l'Afrique, de regarder en arrière. Nous avons toujours cherché à bâtir des solutions. C'est l'esprit de la relation bilatérale, c'est l'esprit de la relation de notre coprésidence de ce sommet Africa Forward. C'est au fond ce partenariat renouvelé dans tous les domaines du jeu qui doit permettre à l'Afrique de réussir et à nos pays de réussir avec l'Afrique. Et donc je suis très heureux et très fier d'être à vos côtés ce soir et les 2 jours qui viennent, Président, mon cher William. Merci beaucoup. Allow me, Mr. President, to conclude this. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la conférence de presse entre le président français Emmanuel Macron et son homologue kényan William Ruto, et au marge du sommet Africa Forward, au partenariat Afrique pour l'innovation et la croissance qui se tiendra de 11 au 12 mai. Plusieurs accords des entreprises françaises et kenyanes ont été signés. Et Kenya accueille 140 entreprises françaises au
profils et tailles variées contre une trentaine de grosses sociétés. Il y a encore 15 ans, un tête-à-tête, une conférence de presse dans l'après-midi entre le président français Emmanuel Macron et son homologue kenyan William Ruto ont eu lieu, ainsi que la signature d'accords entre des entreprises françaises et kenyanes. La France a souligné que la dynamique partenariale entre les deux pays n'a cessé de se densifier au cours des dernières années, voyant que c'est la première fois la grande messe franco-africaine se déroule donc dans un pays anglophone et a été baptisée en anglais Africa Forward. C'est tout.